Nous allons passer à une intervention à deux voix. Emmanuelle Sinardé et Marie Lecouvet, qui sont donc co-organisatrices de ce colloque. Emmanuelle Sinardé, qui est professeure en histoire et civilisation latino-américaine à Nanterre, membre du CRIA, directrice du Centre d'études équatoriennes, qui est spécialisée en études culturelles, en histoire politique, qui a écrit de nombreuses publications, ouvrages. Je mentionnerai par exemple l'histoire de Construire l'homme nouveau en Équateur, 1895-1925, aux presses universitaires de Nanterre, le projet libéral au prisme des manuels d'instruction morale et civique. Et en ce qui concerne Marie Lecouvet, maître de conférences en civilisation hispano-américaine aussi à l'université de Nanterre, au CRIA. Elle est spécialiste du Mexique du 19e siècle, du identité nationale, et elle a publié des articles ou des chapitres d'ouvrages sur les questions liées à la construction de l'État-nation au Mexique. Donc Mexico et Caracas, en tant que capitale, ont été à la fin du 19e siècle des vitrines de nations qui se présentaient comme, ou qui voulaient être plutôt, membres du concert des nations, entre guillemets, c'était l'expression en vogue à l'époque. Et donc, les deux capitales ont fait l'objet de politiques monumentales qui ont inclus des statues de colons, objet de notre réflexion ici, et deux dans chaque ville. Or, en 2004 et en 2010, les statues de colons ont été retirées ou invisibilisées avec l'approbation, voire à l'initiative des autorités. Les monuments qui les portaient sont en revanche toujours en place aujourd'hui, mais ils sont désormais utilisés à d'autres fins. Alors, quelles fonctions ont été assignées aux monuments consacrés à Colomb? Comment leur remise en question s'est-elle exprimée? Y a-t-il eu les mêmes phénomènes de resémantisation, de statuts finalement déboulonnés, et de resignification des structures des monuments? Donc, premier point, évidemment, le boulonnage. Dans la seconde moitié du 19e, dans les deux pays, la figure de Colomb est mobilisé en tant qu'acteur d'une histoire universelle. Montrer Colomb, c'est invoquer la découverte, alors avec les guillemets qui s'imposent, mais je reprends la terminologie de l'époque, vu comme un moment de rupture fondateur, la rencontre entre deux mondes, l'ancien, entre guillemets aussi, le nouveau, toujours les guillemets, permettant l'entrée du nouveau dans l'histoire. C'est aussi montrer le lien de l'Amérique, et partant du Mexique et du Venezuela avec l'Europe, associé par les élites au pouvoir à la promesse d'un progrès émancipateur lié à la civilisation, à laquelle ces élites s'identifient et par laquelle elles légitiment leur projet de construction nationale. Et je vais donc maintenant vous parler du cas mexicain, dans lequel il me semble que Colomb a été perçu comme un trait d'union entre le Mexique et l'Europe. Si on regarde les premiers ouvrages sur l'histoire nationale, qui sont assez tardifs, c'est la deuxième moitié du 19e siècle, puisqu'au départ on enseignait en fait que l'histoire dite universelle, on n'y voit pas du tout apparaître Christophe Colomb. On parle des premiers habitants, et puis ensuite on parle de la conquête. En revanche, il est très présent dans l'iconographie, comme en témoigne le tableau de Juan Cordero, Cristóbal Colón ante los Reyes Católicos, Colomb devant les rois catholiques. Ce tableau fait une grande place à Colomb et une toute petite place aux Indiens présentés par Colomb. Et pourtant, il a été accueilli unanimement comme une œuvre patriotique en 1850. À travers la figure de Colomb, les élites mexicaines se sentent appartenir à l'univers culturel d'une Europe idéalisée. Comme l'indiquait François-Xavier Guerra, et c'est sur le PowerPoint, la référence à l'Europe n'est ni ponctuelle ni accidentelle, et il parlait de l'Amérique hispanique en général, mais c'est une référence universelle et permanente, surtout dans un long 19e siècle qui dure au moins jusqu'à la Première Guerre mondiale. À cette époque, le Mexique fait partie de ce que Guerra a désigné aussi comme l'Euro-Amérique, un espace de circulation des hommes, des imprimés et des idées politiques. Dans l'histoire nationale en construction, on considère qu'une culture, la culture indigène représentée par les Aztèques, a été remplacée par une autre au moment de la conquête. On parle donc d'une extinction de ce qu'on appelle les Indiens, considérés comme une lente agonie qui est encore en cours au XIXe siècle, dont les conquistadors seraient les coupables, comme l'illustre le tableau de Félix Parra que vous voyez s'afficher, mais une extinction qui serait en quelque sorte acceptée à travers les présages qui annonçaient la venue des Espagnols,
Donc, dans un des ouvrages que je vous montrais tout à l'heure, a été inventée l'histoire de la princesa Papansin, une princesse qui revient d'entre les morts pour annoncer l'évangélisation prochaine et qui sera une des premières baptisées. Donc, c'est un mythe inventé au XIXe siècle. Et on a donc une représentation de l'histoire comme une succession de capsules étanches qui va enfermer les Indiens dans le passé. C'est aussi pour ça qu'on va les appeler Aztèques volontairement, pour les séparer du présent. Et cela permet de nourrir le nationalisme de la fin du XIXe siècle en célébrant le patriotisme des Aztèques, qui ont disparu comme les Gaulois, et en affirmant en même temps l'identité euro-américaine. Et c'est donc ce que va nous montrer aussi la genèse du monument à Colón de la promenade de la Réforme, dont parlait Arnaud X-Balin tout à l'heure, et la genèse aussi du monument à Cuauhtémoc, qui est devenu très rapidement le pendant du monument à Colón. On verra donc à quel point on a la revendication d'un double héritage, avec l'identification au monde civilisé, mais aussi la glorification d'un patriotisme aztèque. Alors, concernant ce monument à Colón, l'homme d'affaires Pedro Escandón, promoteur du chemin de fer entre Mexico et Veracruz, décide vers 1870 d'offrir une statue de Colón à Mexico. Il décide aussi d'y inclure la représentation de 4 religieux. On a donc un ensemble monumental qui est vraiment gigantesque par rapport à ce qui se faisait à l'époque et qui inclut aussi des lampadaires monumentaux, signe de modernité, symbole des lumières mexicaines, et une grille en fer forgé qui permet de sacraliser l'espace en le mettant à distance du passant, ce qui était d'usage depuis le XVIIIe siècle. Si nous observons la statue principale, et je ne sais plus si j'ai mis une diapositive en ce sens, réalisée par le sculpteur français Cordier, à la demande de l'homme d'affaires, on voit que Cordier prend soin de ne pas évoquer la conquête, qui a pourtant été initiée par Colón lui-même. Le geste de Colón est celui de dévoiler de la main gauche la partie du globe terrestre jusqu'alors cachée aux yeux du monde, à savoir l'Amérique, et de remercier le ciel de la main droite. Il est présenté comme un savant au service de la connaissance. La prise de possession des territoires est éludée comme si Colón n'avait jamais été un homme d'action et de pouvoir. Les religieux qui sont assis à ses pieds, œuvre d'artistes mexicains cette fois-ci, évoquent en partie un rapport aux Indiens mais sans montrer les intéressés. L'évangélisation, qu'il désigne en creux, semble déconnectée de l'action militaire et de l'exploitation coloniale. Ils sont assis, peu actifs, sans autres interlocuteurs qu'eux-mêmes. Seule la référence à Las Casas, qui du reste n'est reconnaissable que pour un public averti, pourrait évoquer les abus coloniaux qu'il a dénoncés. Outre la religion, ces figures incarnent une culture scientifique qui est aussi celle d'une civilisation associée au progrès. On a tellement coupé que je ne vous ai pas dit que l'un des religieux était en train de mesurer la surface du globe terrestre. C'était un religieux espagnol qui avait appuyé Colón. Donc une culture scientifique à laquelle seraient nécessairement étrangères les populations autochtones, invisibilisées dans le monument car associées à l'archaïsme et au supposé retard qui les exclut du monde civilisé. En 1876, le monument à Christophe Colón est placé sur ordre du ministre des Travaux publics au début d'un axe monumental qui est en train de se créer, donc la promenade de la Réforme, alors que l'entrepreneur qui l'offrait ne voulait pas du tout le placer là. Il est inauguré en avril 1877 et en août 1877, date anniversaire de la reddition de Cuauhtémoc à Hernán Cortés, le même ministre dévoile un vaste projet mémoriel qui doit venir compléter ce premier monument qui est situé sur le premier rond-point de la promenade, donc de Reforma. Donc, je vous ai mis une photo tirée d'un journal où on voit qu'il y a effectivement plusieurs monuments les uns derrière les autres. Le premier, donc, c'est Colón. Le deuxième, c'est Cuauhtémoc et les autres héros de la conquête, le patriotisme. Le troisième, Hidalgo et les autres héros de l'indépendance. Et le quatrième, Zaragoza et les autres héros des guerres de réforme et de la seconde indépendance contre les armées de Napoléon III et contre l'empereur Maximilien de Habsbourg dans les années 1850-1860. On a donc un axe monumental qui reflète l'identité et où on a aussi d'ailleurs, comme au Sénat dont on parlait tout à l'heure pour les États-Unis, un peu plus tard, des statues de grands hommes offertes par chacun des États. C'est donc une sorte de synthèse de l'identité nationale. Je souhaite souligner 2 points.
D'une part, cette configuration statuaire de l'axe de la réforme montre avec une grande clarté les deux pendants constitutifs du discours sur l'identité, de l'identité nationale. Pardon, je me suis un peu mélangée. L'Euro-Amérique, représentée par Charles IV, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il est situé au début de la promenade Bucareli, qui est aussi le début de la promenade Reforma. Elles partent toutes les deux du même point. Donc Charles IV et Colomb, et par ailleurs, les Aztèques, avec Cuauhtémoc, et puis avec deux colosses indiens qui ont été placés en 1891, des colosses aztèques, placés face à Charles IV, qui font donc un pendant. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que la figure de Colomb incarne non seulement la connexion du Mexique avec le concert des nations dites civilisées, mais aussi la volonté des élites d'arriver le plus rapidement possible au blanchiment de la population, entre guillemets bien sûr. Les Indiens sont appelés à devenir des Mexicains comme les autres par l'acculturation et à disparaître en tant que peuple autochtone doté de culture propre et d'identité singulière. Le monument à Colomb, en incluant les missionnaires, confirme cette interprétation. Il y a eu par ailleurs un second monument que j'ai mis sur une diapositive antérieure et qui a été effectivement inauguré devant la gare, comme le souhaitait l'entrepreneur qui avait fait le premier projet, en 1892, et c'était une statue qui avait été réalisée à Mexico en 1858. Et c'était un Colomb un petit peu différent. Si on revient un petit peu en arrière, on verra qu'il porte la main à son cœur en signe d'attachement au continent américain. Et donc cette statue-là avait été réalisée à Mexico. C'est tout pour le Mexique, parce qu'il faut aller vite. Donc là aussi, je vais aller très vite pour ce qui est de Caracas, mais comme à Mexico, c'est aussi une certaine idée de l'Euro-Amérique, je reprends le terme forgé par Guérac, incarne la figure de Colomb, le découvreur, toujours. Il incarne celui qui aurait fait sortir ce qui est présenté à la fin du 19e comme le Venezuela, des limbes d'une sorte de préhistoire pour le faire entrer dans l'histoire, annonçant déjà l'œuvre de la République indépendante pour le progrès et la civilisation. Donc à travers la figure de Colomb, il s'agit de célébrer une fondation, car à la différence du cas mexicain, peut-être les discours identitaires des gouvernements vénézuéliens de la fin du 19e insistent moins, quoique sans les exclure, sur la présence des cultures dites précolombiennes dans le roman national qui se met en place. Ils insistent surtout sur la geste indépendantiste et la figure de Bolivar. Donc c'est Bolivar qui dirait les spécificités d'une sorte de personnalité nationale, un génie vénézuélien dont les contours d'ailleurs restent encore très flous à la fin du 19e. Et on a donc de Colomb à Bolivar jusqu'à la fin du 19e une sorte de processus ininterrompu qui serait celui d'une émancipation devant permettre la jouissance des bienfaits de la civilisation, du progrès et de la liberté. Donc Christophe Colomb, on l'a compris, devient dans cette construction historique-là une figure tutélaire, et il n'est donc pas surprenant, vous le voyez ici, que les deux statues, le représentant à Caracas, le montrent désignant une sorte de direction à suivre. Donc la première ici représentée, c'est celle de Colón en el Golfo Triste, réalisée par l'artiste vénézuélien Rafael de la Cova, une commande de la présidence de la République en 1893 afin de préparer la commémoration des 400 ans du troisième voyage de Colomb, 1498. C'est un moment précis de ce voyage qui est ici représenté, quand les Européens, avec Colomb, aperçoivent pour la première fois Tierra Firme, près du delta de l'Orénoque, c'est-à-dire le Venezuela selon le roman national. Voilà, donc on voit ici Colomb, debout, le pied avancé sur une base qui évoque la proue d'une caravelle. Donc la statue, qui est un bronze de 2,10 mètres, pèse près d'une tonne, et c'est alors la statue vénézuélienne la plus grande jamais réalisée. Ce n'est qu'en 1904 qu'elle est érigée sur la place Plaza Macuro, et le gouvernement décide alors d'ajouter un socle à cette statue. L'ensemble est ensuite déplacé dans un second temps, 1934, sur la trécentale Plaza Venezuela, elle-même mise en valeur par la grande avenue arborée que nous connaissons tous, embellie dans le cadre d'aménagement urbain ambitieux, et qui prend alors, cette promenade, le nom du grand homme, Paseo de Colón, donc Colón dans son paseo. Et à cette date, donc on le voit, Colón en el Golfo Triste devient davantage qu'une statue, un monument imposant au cœur d'un dispositif urbain complexe. Et la statue est elle-même surélevée, colonne de marbre à 10 mètres,
Et l'ensemble repose sur un espace lui-même surélevé, accessible par une série de marches. Donc la statue de Colomb, on le voit ici, est accompagnée de 3 autres bronzes dans ce nouveau dispositif, 2 femmes assises sur le socle qui encadrent la colonne centrale, une 3e debout, le visage tourné vers Colomb situé en hauteur. Alors, le dispositif, on le voit, modèle un Colomb en majesté, là où la statue elle-même reste finalement très sobre. Ces figures assises, qui sont-elles? À ses pieds, l'allégorie de l'Espagne et de l'Italie, donc qui renvoie aux origines génoises du navigateur. L'allégorie de l'Italie tient un globe terrestre dans sa main, on a toujours cette vision du découvreur. Et évidemment, les services rendus à la couronne d'Espagne, allégorie de l'Espagne ici, qui porte une couronne et tient un sceptre royal. Mais elles inscrivent évidemment le Venezuela qui est au centre, debout, dans une histoire occidentalo-centrée prestigieuse, celle des grandes découvertes. Donc Colomb, comme au Mexique, n'est pas l'homme du pouvoir, l'initiateur de la conquête, mais le découvreur lors de son premier voyage, et qui se rejoue en 1498 lors de son 3e voyage, puisque c'est là qu'il aurait découvert le continent sud-américain, comme le vante le récit national. D'ailleurs, ici, l'allégorie du Venezuela autochtone, qui est cette femme debout au pied de Colomb, est représentée dans un geste d'offrande, qui est autant reconnaissance que acte de soumission. Elle tient de l'amérindienne avec sa tunique, ses 2 tresses, mais elle porte aussi le bonnet phrygien de la liberté. C'est le signe de l'émancipation que lui prépare sa découverte, entre guillemets, en 1498, évidemment, que réalisera ultérieurement Simon Bolivar, toujours selon le roman national. Donc même si la statue de Colomb est celle qui nous intéresse au premier chef, elle est constamment resémantisée par le dispositif. Donc on a une autre statue de Colomb, également commandée par la présidence de la République, confiée au sculpteur italien Tolini. Cette fois, elle devait être exposée dans le pavillon vénézuélien à la grande exposition universelle de Washington en 1893. Donc je vais passer sur cet épisode des grandes expositions universelles dans l'Euro-Amérique, ça joue un rôle important, mais je vais m'intéresser au cas de Caracas, faute de temps. Donc elle est inaugurée en octobre 1894 par le président lui-même, dans le parc qui est aujourd'hui connu comme El Calvario, qui est dans ce dispositif de nouveau un espace privilégié. Placé sur une belle colline qui surplombe le Caracas, la statue trône au sommet d'un grand escalier circulaire qui a été réalisé par l'architecte Manrique, connu comme las escalinatas ou las graderías de Colón, et qui contribue là aussi à la monumentalité, voire à la solennité du personnage, puisque le voici trônant, dominant littéralement la ville, et on le voit là véritablement jouant ce rôle de figure tutélaire. Et le choix même du parc est emblématique, parce que ce parc qu'on appelle aujourd'hui El Calvario a été inauguré en 1883 pour commémorer le centenaire de la naissance de Simon Bolivar. Il y a d'ailleurs une statue du Libertador réalisée au même moment que celle de Colón. Donc on voit, elle se doublait. Colón, ces repères de l'histoire nationale, voie de la civilisation et donc de l'émancipation, et en contrepoint le Libertador. Donc au sein de ce parc paysager, les statues mettent les 2 gestes fondatrices du passé, Colón la découverte, Bolivar l'indépendance en relation, pour marquer le chemin vers un avenir forcément radieux. Et là aussi, ils ne montrent pas simplement le Golfo Triste en 1498, notre Colón ici érigé, mais la voie à suivre pour la construction de la nation Venezuela. Évidemment, l'avenir radieux, comme dans le cas du Mexique, se trouve dans une acculturation souhaitée par les élites, aucune présence autochtone dans cette version de l'histoire. Et notre vénézuélienne n'est vénézuélienne que par ses tresses, et elle est en geste de soumission et d'adoration à Colón. Nous passons maintenant à une deuxième partie qui va être beaucoup plus rapide que la première, le temps de la remise en cause, la décolombisation du XXIe siècle. La représentation de l'histoire nationale et son corollaire, l'invisibilisation des groupes autochtones, subalternisés et supposément voués à disparaître, absorbés par la civilisation, sont très précisément ce que cherchent à déconstruire, au sens propre comme au sens figuré, des actions iconoclastes qui s'inscrivent dans une dynamique du reste continental de décolombisation. On peut lire dans le déboulonnage des statues de Colomb, plus d'1 siècle après leur érection, le pouvoir narratif des monuments.
s'ils ancrent visuellement un récit hégémonique et une mémoire dominante dans l'espace public, leur devenir montre les fractures dans ce récit et l'affirmation de récits autres, voire de contre-récits. En ce qui concerne le Mexique, déjà en 1992, comme vous le voyez sur l'image de gauche, à l'occasion des 500 ans de la découverte, la statue de Colón est prise à partie par des punks et couverte de slogans. Des banderoles et des graffitis dénoncent la violence coloniale. Et si nous passons maintenant à l'année 2019, vous savez que le 25 mars 2019, le président du Mexique, López Obrador, élu en juillet 2018 et premier président de gauche depuis la fin du parti unique au Mexique, indiquait avoir envoyé une lettre au pape et au roi d'Espagne afin qu'ils présentent leurs excuses pour les abus de la conquête du Mexique. L'année suivante, le 10 octobre 2020, la ville de Mexico ordonne le retrait de toutes les statues du monument à Colón sur la promenade de la Réforme afin de les protéger de manifestants qui avaient décidé de déboulonner Colón et afin de les restaurer. Dans son allocution du 12 octobre, le président de la République indique que en cette date, je cite, « date très polémique de confrontation d'idées mais aussi de confrontation politique, il n'est pas question de se venger sur les statues. Il indique que les débats doivent être menés sur d'autres fronts. » Donc je m'arrête là pour le déboulonnage. Et je poursuis, parce que vous avez compris qu'on rapproche ces statuts, c'est exactement la même dynamique, avec des modalités différentes, puisqu'à Caracas, le déboulonnage se produit également, 2004 et 2009, et elles s'inscrivent dans un contexte idéologique favorable à un discours nettement décolonial dans le cadre de la révolution bolivarienne prônée par Chávez. Donc cette révolution formule, je vais le dire très rapidement, un nouveau modèle de société qui se veut égalitaire, solidaire, pluriethnique et interculturel. Et d'ailleurs, 2002, Chávez avait déjà rebaptisé par décret officiel Día de la Raza, ce 12 octobre de la découverte de l'Amérique, et il doit être rebaptisé, Día de la Resistencia Indígena. Et en 2008, le Paseo de Colón, c'est une très belle avenue, est elle-même rebaptisée Paseo de la Resistencia Indígena, l'expression de résistance amérindienne, mais à mal, on le voit, l'idée de la rencontre heureuse de l'Europe et de l'Amérique qu'incarnait jusque-là la figure de Colón. Donc déboulonner les statues de Colón représente, et je cite, des actes pédagogiques, pour reprendre l'expression de García Marco, et dans le cas en 2004 de Rafael de la Cova. C'est dire que cette rencontre, jusqu'à l'inventée, est un encontrón, comme le jeu de mots, encuentro, et que Colón a initié non seulement un génocide, s'agissant des peuples amérindiens, mais des formes d'oppression, de domination, à caractère capitaliste, qui se poursuivent après les indépendances, tout au long du 19e, du 20e, jusqu'au 21e siècle. Donc, matérialiser le déboulonnage, c'est aussi marquer une rupture avec la colonia, mais aussi la colonialidad del poder, pour reprendre l'expression de Quirón. Donc, le découvreur est en fait une figure de la domination dans cette lecture décoloniale, on l'a compris. Et le déboulonnage de la statue de Colón en el Golfo Triste l'illustre particulièrement parce qu'il s'accompagne d'une sorte de mise en scène décoloniale. Le 12 octobre 2004, comme pour mieux commémorer l'arrivée de Colón comme un événement funeste, se déroule une sorte de réalisation symbolique d'un procès puis de la peine capitale prononcée par un tribunal popular de la Pachamama, renvoyons donc aux cosmogonies autochtones. Évidemment, ce n'est pas la Pachamama qui juge, mais c'est au nom de la Pachamama qu'émettent le jugement différentes associations culturelles à l'origine de cette mobilisation et politiques pro-chavistes également. Donc, le phénomène de déboulonnage s'inscrit ici dans ce qu'on pourrait appeler une performance, avec une invitation qui disait « Viens avec tes 500 ans d'indignation », renvoyons donc à la fondation qu'a pu marquer Colón comme une contre-fondation, c'est plutôt de fondation d'un processus de domination et de destruction, et Colón est reconnu coupable de génocide, condamné à la peine capitale, peine que la destruction de la statue vient finalement symboliser. Et les statues des allégories de l'Italie et de l'Espagne sont
épargnés dans un premier temps. Ils ont été ensuite, dans le cadre du reboulonnage, avec un nouveau monument déplacé. Mais en fait, les iconoclastes se limitent alors à ôter son sceptre à l'Espagne. Ça fait partie du processus décolonial. Mais vous avez bien compris que plus question de conserver cette allégorie du Venezuela, montrant un peuple autochtone éperdu de reconnaissance et d'amour pour son découvreur. Elle est, comme on le voit ici, également renversée. On ignore à ce jour où elle se trouve. Donc, Donc, en 2009, je vais être rapide, même chose se poursuit avec cette fois l'assentiment de Hugo Chavez. 2009, c'est l'autre statue, celle du Calvario, où la figure tutélaire en majesté domine la ville. Et cette fois, vous pouvez le lire aussi, c'est Chavez lui-même qui donne caution pour ce démoulonnage, qui prend une ampleur politique, mais aussi institutionnelle. Elle est institutionnalisée. Et on se produit à partir de ce moment-là ce que on peut appeler une damnatio memoriae moderne. La figure de Colomb est effacée et de façon officielle, son procès est mené dans les débats publics. Donc on voit à quel point là, ici, cette dynamique est aussi décoloniale. Je ne reviens pas sur l'association de la figure de Colomb avec l'impérialisme yankee, pour reprendre les mots. Colón égale Bush, fuera. Muerte al imperio. No al colonialismo o juicio histórico. Nous sommes bien donc dans une dynamique décoloniale. Je passe rapidement. L'espace public lui-même continue après d'être tagué et nous allons conclure, alors là vraiment très très vite, sur qu'est-ce qui se passe après avoir fait place au vide. Eh bien, dans cette logique de reconstruction d'un discours, on va dire d'un récit national qu'il s'agit de reformuler, on l'a bien compris, Christophe Colomb ne peut pas laisser un espace vide. Boulonnage, déboulonnage et reboulonnage, mais reboulonnage de quoi? Puisque Damnatio Memoriae à Caracas vise tous les espaces, nom de rue, nom de promenade, au-delà de la statuaire elle-même. Donc ici, à la place de notre Colomb sur ces graderías dominant la ville, c'est une autre figure, populaire cette fois, celle du général Ezequiel Zamora, qui est inauguré, on le voit ici, par Hugo Chavez lui-même. C'est un bronze de Briceño. Que devient donc la statue de l'ex-Paseo Colón Resistencia Amerindia? Eh bien voilà, une figure de la résistance indienne et celle de la statue de Huaycaipuro, leader d'une coalition autochtone face aux conquistadors, également de Briceño. Et là aussi, on a un phénomène de construction dans le temps et reconstruction des monuments, puisqu'il est accompagné, alors plus de l'Italie ni de l'Espagne, mais de deux comparses eux-mêmes renvoyant à des peuples autochtones, le cacique Tiuna, commandant donc du héros Huaycaipuro dans sa résistance à l'envahisseur espagnol. Il fallait aussi une femme, je laisse la question de Jean ici, une princesse amérindienne, Urimare, et ces deux bronzes sont également de Briceño. Donc je ne commente pas ici, en termes de décolonisation, les représentations Marvel de ce type de statue. Nous sommes, à mon avis, dans l'esthétique encore loin d'un processus de décolonisation, mais le même phénomène se produit un peu partout, et notamment au Mexique. Donc juste deux petits mots sur ce qui remplace le monument à Colomb. Il y a d'une part les projets officiels. Il y en a eu un premier, celui donc d'une tête un petit peu à la façon des têtes Olmec, qui a été décrié immédiatement parce que l'artiste était un homme, que l'artiste n'était pas indien, et puis esthétiquement, visiblement, ça ne plaisait pas beaucoup. Il y a eu énormément de caricatures sur les réseaux sociaux, dont une que je vous montre ici avec la tête du président. On a beaucoup reproché à la ville de Mexico d'avoir directement désigné l'artiste sans passer par un conseil. Donc ensuite, ils sont passés par un conseil qui existait déjà. Et donc le deuxième projet officiel, celui qui risque de se faire, c'est l'agrandissement du personnage qui est en bas et qui est donc une statuette de l'époque où Colomb est arrivé dans les îles qu'il a découvertes en tout premier. Donc c'est autour de 1492. Ça, c'est le premier volet, le volet officiel, qui se déroule en 2 temps. Et il y a un deuxième volet, c'est le fait qu'actuellement, il y a un contre-monument, un anti-monument, si on peut passer à la suivante, voilà, à la place du monument à Colomb. Des mouvements féministes ont installé une statue de femme avec le bras levé, et si on regarde la statue de profil, on voit Justicia. Et ils ont utilisé le mur de protection du monument pour mettre des noms de femmes qui étaient décédées, et la place a été rebaptisée place des femmes qui luttent,
pour indiquer que ce sont principalement les femmes qui luttent contre l'impunité au Mexique, puisqu'on a d'énormes problèmes non seulement de féminicide, mais d'impunité de manière générale. Et donc, je vais être obligée de m'arrêter là, puisque nous avons largement dépassé notre temps. Merci. Juste pour dire, voilà, nous nous sommes inspirés des travaux aussi, non seulement d'Emmanuel Furex ici présent, mais de José de Nordenflich dans sa relation justement au temps passé, présent et ici à venir, puisqu'on voit, il s'agit à chaque fois de projeter un futur collectif. Et il y a aussi une thèse sur les anti-monuments dans l'avenue de la Réforme que je peux vous passer si ça vous intéresse, qui est gêne par une Mexicaine. Merci beaucoup.